Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, Michael Bertrand, professeur d'histoire, géographie, éducation civique, juridique et sociale, également professeur de DNL, discipline non linguistique, histoire-géographie en anglais, au lycée Anna Judique de Semur-en-Auxois, dans l'académie de Dijon. Alors, c'est un lycée plutôt en milieu rural et avec un public assez diversifié, mais une population quand même plutôt défavorisée. Au niveau de ma carrière, j'enseigne maintenant depuis 6 ans. Les 3 premières années, je les ai passées en collège et depuis la rentrée de 2014, j'ai commencé ma 3e année en lycée. Comment est-ce que vous enseignez avant la classe inversée? Alors, en fait, c'est assez difficile de répondre à cette question au sens où, finalement, j'ai que 6 ans de carrière derrière moi et finalement, en 6 ans, j'ai dû changer à peu près 6 fois de pratique pédagogique. Mais en tout cas, j'ai eu la chance au début de bénéficier d'une excellente formation qui m'a permis de poser vraiment les fondamentaux de la pédagogie et de travailler avec rigueur sur la différenciation pédagogique, la diversification pédagogique. Et en fait, à partir de ces 2 premières années de formation, j'ai pris l'habitude de remettre assez régulièrement en cause mes pratiques en lisant des blogs, en lisant la presse spécialisée, mais aussi en prenant l'habitude depuis 6 ans maintenant d'interroger systématiquement à la fin de chaque année mes élèves pour leur demander leur avis sur tout ce que j'ai testé dans l'année et de façon anonyme, de façon à ce que ce soit le plus objectif possible. Alors concrètement, je considère qu'il n'y a pas vraiment un avant et un après classe inversée. Voilà, j'en suis à ma 6e année et en fait elle est révélatrice de 6 ans d'évolution et j'espère de plusieurs années encore d'évolution à venir. Est-ce que vous pourriez nous détailler ces évolutions? J'ai commencé avec du b.a.-ba, commencer par revoir le cours magistral, le cours dialogué, la mise en activité. J'ai testé notamment toutes les activités qu'on pouvait faire en salle informatique. J'ai beaucoup travaillé à un moment donné sur la différenciation pédagogique en essayant soit de donner des fiches d'exercice de différents niveaux, soit de donner une fiche pédagogique permettant à l'élève d'aller piocher ensuite ce qu'on appelait des caisses à outils. Et il avait la possibilité d'aller piocher des fiches d'aide méthodologiques ou des fiches d'aide de connaissances. Donc voilà, il y a eu plein de petits tests comme ça qui sont le fruit de plusieurs lectures et puis parfois de visites dans les salles de classe de certains collègues. Est-ce que vous donnez des devoirs à vos élèves? Je le faisais au départ, mais en fait je ne le fais quasiment plus. La nouvelle règle cette année est de donner que des travaux de préparation de cours à mes élèves. C'est-à-dire en fait, alors ça passe par, dans la mise en œuvre de la classe inversée, ça passe par des supports papier, supports de présentation type PowerPoint, Prési, etc. Des documentaires ou des vidéos que je réalise moi-même. Et je les accompagne systématiquement d'un questionnaire Google qui permet de les accompagner dans le repérage des informations importantes et de les accompagner également dans la prise de notes en regardant ces vidéos. Et finalement, c'est le seul travail à la maison que je me suis engagé à donner cette année. Qu'est-ce que vous mettez dans vos vidéos? Alors en fait, ça dépend souvent de la séance de cours sur laquelle je vais mettre en place la classe inversée. Pour moi, la classe inversée, ce n'est pas quelque chose de systématisé. Je considère que le cours magistral, le cours dialogué ont encore des valeurs importantes et ont encore des avantages auxquels les élèves et moi-même tenons. Mais quand je mets en place la classe inversée, j'essaie de choisir déjà une séance où je sais que généralement, on va se concentrer sur de la transmission de connaissances assez simple. Quand il s'agit d'évoquer un nouveau concept compliqué, j'essaie de conserver ça pour le cours magistral ou le cours dialogué.
Est-ce que vous auriez un exemple concret? Alors, pareil, il y a eu une phase d'évolution dans tout Oui. ça. Au début, j'ai essayé de faire des captures d'écran. Mhm. Je préparais un PowerPoint que je faisais défiler et je commentais le PowerPoint pendant qu'il était en train de défiler. Le problème, c'est que c'est quand même très très monocorde, très lent, peu interactif. Et bon, les élèves l'ont utilisé pendant un an et finalement, j'ai décidé de passer à autre chose depuis cet été, justement. Alors, je me suis renseigné, j'ai essayé de regarder ce qui se fait par ailleurs. J'ai découvert grâce à un collègue l'outil Powtoon qui permet de créer des vidéos animées. J'utilise Audacity pour les prises de bande-son. Et puis, j'ai essayé de voir également tout ce qui se passe du côté de la recherche et des stratégies de communication destinées aux adolescents. Et du coup, j'en arrive à créer aujourd'hui des vidéos qui font au maximum 5-6 minutes. Alors qui ont un débit de parole assez important, mais qui du coup créent une espèce de dynamisme et puis surtout qui créent des rituels. Il y a finalement un générique sur ces vidéos. Et puis, il y a des repères visuels assez réguliers. J'essaie d'y introduire toujours une touche d'humour, d'y introduire des références culturelles que eux connaissent, tout en passant de la connaissance. Est-ce que vous pourriez nous détailler par exemple la vidéo de votre dernière séquence? Alors, la dernière séquence, elle était en géographie et elle concerne le fonctionnement des régions en France et en Europe. Alors, a priori, un sujet pas très très séduisant, un sujet qui ne peut pas vraiment se prêter à une stratégie visuelle. Mais en fait, à chaque fois, quand je prépare mes séquences, concrètement, je crée un tableau en 3 colonnes. La première colonne, c'est la connaissance que je veux essayer de faire passer. Donc du coup, il y a mon plan, il y a les notions, etc. La deuxième colonne, c'est les images. Donc ça va être des graphiques, des cartes, mais ça peut être aussi parfois des images visant à illustrer un phénomène particulier. Si je parle d'une plage, je vais essayer de trouver une photographie de plage un peu décalée. Et la dernière colonne, c'est la mise en scène. Comment j'articule tout ça, à quel moment je cale le son par rapport à l'image, à quel moment j'essaie de créer une animation, un personnage qui bouge, etc. Et donc là, j'ai créé une vidéo de 4-5 minutes qui permet de faire le bilan sur une comparaison des régions françaises, du fonctionnement des régions françaises aux régions allemandes. Alors d'ailleurs, toutes mes vidéos, je les mets progressivement en ligne, puisqu'elles sont publiées sur Internet, sur mon blog d'enseignement. Et le blog s'appelle Historicophile et il est possible de les consulter assez facilement. Que contient votre questionnaire? Alors, le questionnaire, pour moi, il vise vraiment à accompagner l'élève dans l'apprentissage. J'essaie au moment où je le réalise de toujours garder 2 idées en tête. La première, c'est de ne jamais les mettre en difficulté. Le travail à la maison, c'est un travail fait en autonomie. On ne sait pas toujours quelle aide ils peuvent avoir de la part de leurs parents ou de quelqu'un d'autre. Donc, je me contente d'un travail simple de repérage d'informations. Et ensuite, la deuxième idée, c'est d'être malgré tout à leur disposition pendant ce moment de travail en autonomie. C'est pour ça que du coup, il y a la vidéo, il y a le questionnaire qui est juste en dessous, et avec, il y a également 3 boutons qui sont publiés sur la page internet où je mets en ligne tout ceci. 3 boutons qui sont reliés à 3 réseaux sociaux. Facebook, Twitter et ask.fr. De façon à ce que ces élèves puissent à tout moment, s'ils rencontrent une difficulté quelconque, se connecter à ces 3 réseaux sociaux et poser une question. Et ainsi avancer et pas se retrouver bloqué. Donc voilà, essentiellement du repérage d'informations et on est dans vraiment une activité d'accompagnement dans l'apprentissage. Comment ça se passe ensuite en classe? Alors,
En fait, l'avantage de ces formulaires Google, c'est que je reçois toutes les réponses de mes élèves dans un fichier Excel avant le cours. Donc en fait, la veille au soir ou le matin, avant d'aller en classe avec ces élèves, je commence par vérifier leur travail. À ce moment-là, déjà, je vérifie si l'activité, en gros, s'est bien passée ou si, au contraire, la réponse montre qu'il y a encore des choses qui ne sont pas tout à fait claires. Si ça s'est bien passé, je me contente, en arrivant en classe, de leur demander s'ils ont des questions complémentaires. S'ils n'en ont pas, on passe directement à la mise en pratique, à des activités de réflexion. Alors, en histoire-géographie au lycée, c'est la composition, l'étude critique de documents ou la réalisation d'un croquis. Si je m'aperçois que ça ne s'est pas forcément très bien passé, qu'il y a des réponses qui ne sont pas claires, généralement, je sélectionne une ligne au hasard, donc une série de réponses d'un élève en particulier, et je le projette au tableau. Et du coup, on le corrige ensemble et on essaie de remédier aux difficultés qui ont été rencontrées par une partie de la classe. Donc voilà, s'il y a nécessité, on fait une remédiation. Sinon, ensuite, en classe, on passe assez rapidement et on consacre tout le temps qui a été gagné dans la transmission de connaissances à mettre en place des activités de réflexion en équipe ou de façon individuelle. Est-ce que tous les élèves font le travail préliminaire? Alors oui, parce que justement, j'ai ce système de Google Formulaire qui m'envoie tous les résultats sur un fichier Excel. Donc je le vérifie systématiquement et ça me permet de gagner énormément de temps par rapport aux pratiques précédentes où je faisais le tour de la classe pour vérifier concrètement qu'il y avait 4 lignes qui étaient écrites sur le cahier sans jamais avoir le temps de le lire. Là, en fait, le fichier Excel me permet de regarder que j'ai bien le nombre d'élèves dans ma classe qui a répondu à la question. Si ce n'est pas le cas, tout est classé par ordre alphabétique, donc je repère assez rapidement l'élève qui n'a pas fait le travail, et donc dès qu'on arrive en classe, généralement j'ai une explication avec cet élève. Qu'est-ce qui se passe si les élèves n'ont pas fait le travail préliminaire? On en discute et après j'improvise. Parfois, il se peut qu'il y ait eu un problème technique, un problème d'emploi du temps, alors que j'essaie vraiment c'est réfléchi en avance. C'est-à-dire que tous ces travaux ne sont jamais donnés d'une séance à l'autre. Je remplis un cahier de texte numérique préliminaire où au mieux j'ai un mois d'avance, au pire j'ai une semaine d'avance, de façon à m'assurer que ces élèves, à un moment ou à un autre, vont avoir un temps pour aller soit au CDI, soit en études où ils bénéficient d'ordinateurs reliés à Internet, soit à la maison le soir pour pouvoir faire ces activités. Donc vraiment, quand il y a un élève qui n'a pas fait son travail, c'est que généralement, il y avait une volonté délibérée de ne pas le faire, ou alors il s'y est pris au dernier moment. Et du coup, parfois, il rencontre un problème technique. Et si c'est le cas, il en assume la responsabilité. Donc, généralement, c'est un travail supplémentaire à faire à la maison. Comment se passe le travail de groupe? Alors, mes élèves ont des équipes qu'on essaie de fixer à l'année. Donc là, on est à la rentrée. J'ai déjà commencé pour toutes mes classes à les lancer en activité d'équipe et à se regrouper par équipe de 4 personnes. Et je leur demande vraiment de s'y tenir le plus longtemps possible, sauf cas ensuite de nécessité, de s'y tenir de façon à ce qu'il y ait vraiment une cohésion qui s'installe dans le groupe, une aide régulière tout au long de l'année. On bouge la classe. On change le mobilier de place. Alors, ils ont l'habitude, du coup, ils savent que leurs tables à eux vont à tel endroit de façon à ce qu'on puisse gagner du temps. Et on travaille en îlot. Donc, par équipe de 4 personnes et ils se mettent au travail sur un sujet. Et moi, ensuite, je papillonne de groupe en groupe, soit lorsqu'ils m'appellent à l'aide, soit lorsque moi j'ai envie d'emmener un groupe un petit peu plus loin, ou quand je sais qu'un groupe va rencontrer des difficultés et qu'ils auront besoin de moi pour
éventuellement leur éviter de tomber dans certains pièges. Comment est-ce que vous vous assurez que tout le monde produit dans le groupe? Alors en fait, je leur demande, quoi qu'il arrive à tous, de prendre des notes au moment de l'activité. Alors souvent, je leur demande quand je ramasse, puisque ce n'est pas, bien entendu, le travail n'est pas systématiquement ramassé, mais quand je décide de ramasser un travail, je leur demande de désigner un secrétaire qui va me rendre une copie bien propre, bien présentée, mais je demande, quoi qu'il arrive à tous, de prendre des notes, puisque la plupart du temps, c'est inscrit dans la continuité du cours et ça fait partie des choses que je vais leur demander d'apprendre pour préparer l'évaluation. Qu'est-ce qui vous a amené à passer en classe inversée? Alors en fait, tout est parti de la question des programmes en lycée. Je suis arrivé au lycée il y a 3 ans, c'est-à-dire en même temps que la mise en place de nouveaux programmes en histoire-géographie, qui étaient des programmes vraiment très très lourds et qui ont mis à rude épreuve de nombreux collègues. Alors c'est un sujet récurrent et surtout en histoire-géographie, mais là sur cette situation, il est clair qu'on était face à quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu et qui d'ailleurs depuis a été reconnu par l'éducation nationale puisque ces programmes ont été allégés systématiquement. Néanmoins, avant qu'ils ne soient allégés, mon ambition était d'essayer de comprendre la logique de ces programmes, parce que je partais du principe qu'il y avait forcément une logique. Et surtout, ma grande difficulté, c'est comment j'allais réussir à faire passer cette somme de connaissances dans un temps imparti très très limité. Et finalement, j'en suis arrivé à la conclusion, un peu aidé par mon inspection aussi, que finalement il fallait qu'on sorte d'une volonté d'encyclopédisme et qu'au lycée on essaie de plus réfléchir sur des approches notionnelles. Alors le problème, c'est que à la fin de l'année, concrètement, c'est pas vraiment ça qu'on a demandé aux élèves. Concrètement, ce qu'on a demandé aux élèves le jour du bac, c'est de réciter leurs leçons. Alors du coup, j'étais complètement déchiré entre la volonté de réfléchir avec eux et de leur faire de la méthodologie, et puis d'un autre côté, de les préparer correctement à un examen, et du coup de leur apporter de la connaissance susceptible de nourrir une composition, de nourrir une vraie étude critique de documents. Et du coup, la difficulté, elle a été d'autant plus marquée que les élèves ont eu un réflexe tout à fait normal qu'ils m'ont expliqué, c'est-à-dire qu'en fin d'année, ils sont tous, une majorité a finalement demandé à ses parents d'acheter des manuels de fiches pour réviser leur bac dans l'urgence du mois de juin. Alors clairement, j'ai mis quand même quelques jours à m'en remettre, parce qu'on avait passé quand même plusieurs heures et plusieurs semaines à travailler et à suer ensemble sur ces programmes pour finalement voir qu'ils faisaient confiance davantage à un inconnu qui avait écrit un manuel dont ils ne connaissaient pas forcément la validité. On en a discuté et finalement ils m'ont expliqué qu'il n'y avait pas forcément de remise en cause de mon cours, mais que, dans l'urgence, plutôt que de faire eux-mêmes leurs fiches, ils préféraient acheter des fiches toutes faites et les croiser avec mon cours. 2, il est clair que dans leur tête et dans la tête de leurs parents, le fait de payer un service donne forcément une valeur symbolique plus importante au résultat que ce que moi je pouvais faire gratuitement au cours de l'année. Et ensuite, on a dérivé sur une discussion sur la place d'Internet et sur le but de passer autant de temps dans une salle de classe. Clairement, j'ai des élèves qui m'ont expliqué qu'ils se posaient de plus en plus la question de rester assis autant de temps par jour dans une salle de classe à noircir des pages, alors que finalement, il suffisait le soir de rentrer chez eux pour retrouver en gros tout ce qu'on venait de dire dans la journée, voire de compléter, voire parfois de contredire ce que le prof avait noté dans le cours. Et clairement, même s'il y aurait beaucoup de réponses à apporter à tout ça, moi ce qui m'intéresse c'est qu'ils le pensent.
Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de les convaincre de l'utilité, de continuer à venir en classe et de travailler collectivement plutôt que de se contenter tout seul de cliquer sur un ordinateur pour trouver une réponse de base. Alors on en a discuté cette fois-ci non plus avec des élèves, mais avec des collègues. Et puis moi depuis j'ai découvert notamment les travaux de Marcel Lebrun sur la classe inversée et j'en suis arrivé à la conclusion que la démocratisation de l'enseignement qu'on connaît depuis les années 60, mais avec la démocratisation d'abord de la télévision, puis d'Internet, des imprimantes individuelles et puis maintenant des téléphones portables, ont complètement bouleversé le rapport de la société à l'enseignement. Et en fait, pour moi, il y a un énorme défi à relever qui est de convaincre les élèves qu'on a une utilité qui pouvait sembler naturelle au XIXe siècle et puis au début du XXe siècle. Le professeur, c'était le détenteur du savoir et son boulot, c'était de transmettre ce savoir aux élèves qui le notaient et qui ensuite essayaient de l'apprendre et de l'assimiler. Aujourd'hui, clairement, notre rôle, il ne peut plus se contenter de cet aspect. Et donc, on doit aller vers autre chose. Et pour moi, cette autre chose, c'est aller plus loin. Puisque finalement, le savoir aujourd'hui, il est presque à la portée de tout le monde, notre rôle, c'est d'essayer de guider nos élèves vers ce savoir innombrable, de leur apprendre à faire le tri, et puis de leur apprendre à le maîtriser et à en faire quelque chose à titre individuel pour répondre à une question. Est-ce que vous avez noté des différences de comportement de vos élèves en classe inversée? Alors, le comportement, c'est assez difficile à évaluer. Ce dont je suis sûr, c'est qu'ils sont dans la majorité plutôt favorables à ce système. C'est-à-dire que dans les évaluations que je fais à chaque fin d'année de façon anonyme, très majoritairement, j'ai des élèves qui font un bilan positif au sens où ils prennent conscience au fur et à mesure de l'année que le dispositif a pour vocation d'aider ceux qui sont le plus en difficulté et de vraiment essayer de trouver des solutions et de concentrer l'attention sur ceux qui sont le plus en difficulté sans abandonner ceux qui en ont moins besoin et au contraire en essayant de les pousser un petit peu plus loin dans leur autonomie et dans certains projets de développement. L'autre changement que je recherchais, qui n'est pas forcément inhérent à la classe inversée, mais qui moi me tenait vraiment à cœur, c'était de développer leur entraide, leur solidarité et la mutualisation au sein de mes classes. Ce qui m'embête finalement dans ce qu'on a expliqué précédemment, c'est-à-dire le rapport au savoir bouleversé par Internet, c'est que finalement on est dans un rapport très très individualiste. L'élève n'est plus dépendant d'un professeur et l'élève n'est plus dépendant d'une classe pour évoluer. Finalement, il lui suffit de son ordinateur personnel pour pouvoir trouver des réponses. Moi, j'essaie de leur faire comprendre que le collectif a encore une valeur. Et c'est pour ça que je mets en place des réseaux sociaux qui leur permettent de s'entraider entre eux. C'est pour ça que je favorise le travail en équipe pour renforcer leur sentiment de responsabilité par rapport au groupe et essayer d'intégrer certains élèves qui, dans le cadre d'un cours dialogué ou d'un cours magistral, sont souvent des élèves très discrets, qu'on n'entend pas, qui n'oseront jamais lever la main devant tout le monde. Là, il me semble que je peux favoriser plus régulièrement des travaux, soit derrière un écran par les réseaux sociaux, soit autour d'une équipe de 4-5 élèves qui va peut-être permettre à ces élèves de s'épanouir beaucoup plus. Quels sont pour vous les inconvénients de la classe inversée? Alors, les inconvénients de la classe inversée, à titre très personnel, ça me demande d'anticiper énormément.
Et c'est un peu en décalage avec ma méthode de travail habituelle. Donc il y a un vrai effort de ma part. J'ai plutôt tendance à travailler à flux tendu et j'aime beaucoup la possibilité d'être très réactif. Quand il y a une demande d'un élève, quand finalement il se passionne pour un sujet, pourquoi pas inclure une nouvelle activité au dernier moment dans un cours. Quand on met en place la classe inversée, au début, on a besoin de plus de cadres. Et du coup, ça, c'est quelque chose que je suis encore en train d'aménager et j'essaie du coup d'anticiper beaucoup plus. Ensuite, il y a également un problème matériel. Dans un monde idéal, j'aimerais que dans ma salle de classe, il y ait 35 tablettes qui soient posées sur les tables de mes élèves et du coup qu'on puisse regarder les vidéos ensemble en classe, qu'on puisse utiliser des outils d'écriture collaborative au moment de la réalisation de brouillons de composition ou au moment du passage de la rédaction, que chacun se charge d'une partie et qu'après ils essaient de mettre en place des transitions entre eux. Hélas, dans le monde réel, on est bien loin de ça et j'essaie de me débrouiller avec la réalité, de jongler entre les salles, les dispositions des salles, les disponibilités des salles et c'est pas toujours facile. Quels sont pour vous les avantages de la classe inversée? Alors les avantages, on en a donné plein dans l'entretien. Le fait que selon moi, ça permet vraiment de consacrer beaucoup plus de temps aux élèves en difficulté. Et donc moi, ça me permet de lutter contre les inégalités à l'intérieur des classes, favoriser la solidarité, la mutualisation, favoriser la motivation également des élèves. Parce qu'il y a le changement qui, d'une part, rend curieux. Et puis ensuite, derrière, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir avoir des situations d'interaction plus personnelles avec l'élève qui, moi, me permettent en tout cas de les remotiver plus facilement que ce que je pouvais faire par ailleurs face au collectif. Alors ensuite, dans les avantages de la classe inversée, il y a certes des avantages pour les élèves, c'était ceux qui, moi, m'intéressaient au départ. Ensuite, il y a les avantages pour les enseignants. Et clairement, c'est quelque chose d'assez important pour moi à souligner, même si ça représente un investissement en temps important au début. Selon moi, assez rapidement, on rentabilise ce temps en mettant en place différentes stratégies. Et puis parce que la plupart des collègues qui au départ sont freinés face à la pédagogie inversée, ils le sont parce qu'il faut préparer des supports de cours qui sont souvent impressionnants. Moi j'aime bien leur rappeler que faire lire une page du manuel, c'est déjà de la classe inversée et ça demande un investissement minimum. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a créé ces questionnaires, finalement on consacre beaucoup plus de temps en classe à faire de la mise en activité des élèves. Et là, la mise en activité des élèves, pour nous, c'est un investissement, un temps de préparation minimum. On est juste là pour les aider. L'exercice, a priori, on le connaît, on sait le faire, on a les réponses, et on est juste là pour être réactif quand éventuellement ils commettent une erreur. Alors c'est un sujet sur lequel on discute beaucoup avec certains collègues, mais qui, selon moi, explique que les enseignants aux États-Unis et au Canada notamment ont un temps d'enseignement beaucoup plus long que le nôtre, de temps de présence en classe beaucoup plus long, mais parce qu'ils sont finalement déjà plus rentrés dans cette pratique et ils ont compris que certes, il y a le temps de préparation, mais il y a aussi un temps d'activité en classe qui demande une préparation moindre. Quelle a été la réaction des parents? Alors, je l'ai dit en préambule, j'enseigne dans un lycée, et en plus dans un lycée en milieu rural, avec une population plutôt défavorisée. Ça fait deux facteurs qui font que je rencontre quand même assez peu de parents. Et en fait, je n'ai eu aucun réel retour de la part des parents.
Alors j'ai essayé de le comprendre, hein, parce que j'ai vu d'autres collègues qui enseignent en collège, qui ont fait des réunions de rentrée pour expliquer tout ça, pour expliquer leur volonté de mettre en place la pédagogie inversée. Euh, Chez moi, en fait, la classe inversée, ça s'est traduit par une diminution du travail à la maison, ça s'est traduit par une multiplication des dispositifs d'aide apportés aux élèves, et ça s'est traduit par une augmentation quand même significative des résultats. Donc finalement, oui, j'ai eu aucun retour des parents parce que ça n'a suscité aucun problème. Comme je l'ai mis en place très progressivement et j'ai pas rencontré de grandes difficultés dans la mise en pratique, j'ai pas eu de levée de bouclier de la part des parents. Quelle a été la réaction de votre hiérarchie? Là, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai une hiérarchie aussi bien administrative que pédagogique qui m'a fait confiance et qui m'a laissé faire. Donc, j'ai testé, j'en ai parlé et on m'a donné le feu vert et on continue à me le donner sans trop me demander de compte. Donc finalement, ça a été quand même une chance qui aujourd'hui paye, puisque finalement, que ce soit mon chef d'établissement ou mes inspecteurs, ils m'ont tous les deux demandé à partir de cette année d'intervenir auprès d'autres collègues pour partager l'expérience. Comment ça s'est passé avec vos collègues? Ça dépend des collègues. En fait, tout le monde n'est pas au même degré de réflexion face à cette pédagogie. Certains regardent ça de très très loin, parfois en refusant même d'essayer de comprendre. Alors il y a souvent des incompréhensions sur ce que c'est que la classe inversée. Certains restent persuadés que en fait, on leur demande de distribuer le cours au début d'un chapitre, et puis après ils se contentent de faire des exercices. Donc j'essaie de leur expliquer que c'est un petit peu plus compliqué que ça et qu'il n'y a pas forcément de règles et que c'est aussi à eux d'adapter la pédagogie inversée en fonction de leurs attentes. Et puis ensuite, il y a quand même beaucoup de collègues intéressés par le sujet. On est quelques-uns là dans l'académie de Dijon à le tester dans la réalité, mais on a beaucoup de collègues qui nous écrivent des mails pour poser des questions, qui nous écrivent des mails pour venir assister à nos cours et essayer de voir comment ça se passe pour avancer dans leur réflexion. Quels sont les outils que vous utilisez? Alors, dans l'ordre, ça commence déjà par la mise en place d'un blog d'enseignement où je publie mes fiches de révision, mes vidéos, les questionnaires et puis d'autres ressources complémentaires. Pour créer ce blog, j'utilise WordPress, avec l'inconvénient de la publicité. Même si j'explique à mes élèves qu'il existe des moyens de bloquer ces publicités, ça me permet aussi de faire de l'éducation au numérique. Donc ça, c'est pour le blog d'enseignement. Pour la création de vidéos, j'utilise Powtoon et Audacity pour le son. Quand je n'ai pas le temps de créer une vidéo ou quand d'autres supports de cours s'y prêtent, j'utilise PowerPoint, Prezi ou SlideShare. Pour les questionnaires, c'est Google Formulaire. Ensuite, il m'arrive également de créer pas seulement une vidéo accompagnée d'un questionnaire, mais ce qu'on appelle un parcours pédagogique. Alors en anglais, on appelle ça les LMS, les Learning Management System. J'en ai testé une dizaine et finalement je suis resté là sur Canvas et Sophia. L'intérêt de ces Learning Management System, c'est qu'en fait on crée un véritable parcours pédagogique pour les élèves qui permet de les entraîner d'une activité à l'autre pour aller jusqu'à une évaluation en cours de formation. Et ensuite, pour l'évaluation, depuis cette année, j'utilise pour les évaluations de connaissances un outil en ligne qui s'appelle EvalQCM. Et pour le suivi de mes évaluations de compétences, j'utilise une feuille de calcul Google qui permet d'assurer un suivi sur les progressions sur toute une année. Comment est-ce que vous définiriez la classe inversée? Ouf. J'ai droit à combien de mots? Prenez le temps que vous voulez.
Euh, alors en fait, je déteste le terme de classe inversée. Et je ne l'utilise pas au quotidien, sauf quand c'est plus pratique pour discuter. La classe inversée, pour moi, c'est juste une formule technique qui explique d'ailleurs très très bien Marcel Lebrun, du coup. C'est l'inversion du temps de transmission des connaissances et du temps d'apprentissage. Bon, une fois qu'on a dit ça, je trouve qu'on n'a rien dit, si ce n'est une considération sur l'organisation du temps. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de faire ce que j'appelle, du coup, de ce que j'ai essayé de théoriser sur mon blog d'enseignement, la pédagogie participative et sociale. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est ce qu'on fait de cette inversion du temps de transmission et du temps d'apprentissage. Et moi, cette inversion, je l'utilise pour faire de la pédagogie dite active, pour mettre en activité mes élèves et pour m'assurer que personne ne reste de côté, et de la pédagogie sociale, parce que j'essaie d'être à la disposition de mes élèves dans toutes les étapes du processus d'apprentissage, et j'essaie de réduire les inégalités entre les élèves au sein de mes classes.